Salut à tous, Daniel Péta de la chaîne Geopolitica Mondiale, ici, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Antarctique. Oui, ce continent tout au sud de la planète, qui a une importance géopolitique très grande, latente, endormie, n'est-ce pas? Personne ne fait attention à ce continent, mais vous pouvez être sûr qu'à partir de 2040, ça va chauffer là-bas. Beaucoup de puissances vont augmenter leur présence dans la région, et le Brésil est au milieu de ce bazar. Le Brésil devra être vigilant, car le conflit qui éclatera là-bas aura des répercussions ici. Regardons cela de plus près dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oublie pas le message que tout le monde donne sur YouTube, n'est-ce pas? De t'abonner, d'activer la cloche, tout ça, mais c'est vraiment pour être sûr que tu resteras au courant des nouveautés de la chaîne. Le plus important que de t'abonner. Bon, abonne-toi bien sûr, mais activer la cloche, ça ne marche presque jamais. C'est de suivre. Sur les autres réseaux comme Instagram et surtout sur Telegram, là tu recevras les notifications les plus importantes de la chaîne. D'accord? Je m'appelle Daniel Péta et voici la chaîne Geopolitica Mondiale. L'Antarctique reste l'un des rares lieux encore peu explorés sur la planète, et qui sont également régis par un arrangement juridique et politique conçu pour, disons, geler les disputes de souveraineté, empêcher la militarisation ouverte et donner la priorité à la science et à la coopération internationale. Cet arrangement est le système du traité sur l'Antarctique, ou ATS, de 1959, et il a historiquement fonctionné comme une sorte de tampon géopolitique. En vigueur depuis 1961 et élargi par d'autres traités et accords qui ont suivi, y compris le protocole de protection de l'environnement de 1991. L'architecture centrale du traité établit une utilisation exclusivement pacifique, la liberté et la coopération scientifique. Les inspections et le gel des positions déjà établies concernant la souveraineté dans la région, sans reconnaissance, renonciation ou renforcement des revendications tant que ce traité est en vigueur. Bien que le traité soit mondialement respecté comme sanctuaire de paix et de science, la réalité c'est qu'il fonctionne comme un échiquier géopolitique complexe, soutenu par des équilibres délicats et quelques ambiguïtés stratégiques. Le premier grand point de tension se situe dans la zone grise dite de l'utilisation militaire, où, officiellement, le continent est démilitarisé et réservé exclusivement à des fins pacifiques. Le traité autorise l'usage de personnel et d'équipements militaires pour la logistique et la recherche scientifique. Mais en pratique, cela permet aussi aux puissances mondiales de construire des infrastructures à double usage. Une base de recherche civile équipée d'une longue piste d'atterrissage, d'un port en eau profonde et d'antennes de communication avancées répond parfaitement aux études climatiques de la région. Cela sert aussi de poste avancé précieux pour le renseignement, le suivi des satellites et la projection de puissance. La frontière entre le radar civil et la surveillance militaire est donc extrêmement mince. Cette préoccupation pour la sécurité et le contrôle touche aussi le nucléaire. Le traité interdit formellement toute explosion nucléaire ou même le rejet de déchets radioactifs, garantissant ainsi la préservation du continent. Mais le traité laisse une porte ouverte au cas où les pays décideraient, à l'avenir, d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans la région, par exemple pour alimenter des bases très isolées. Cette activité ne se déroulerait pas dans un vide juridique, elle serait strictement liée aux normes internationales déjà établies, sous la surveillance d'institutions telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cela empêche, grâce au traité, le développement de programmes nucléaires secrets sous la glace, en imposant une transparence totale. Cependant, la paix garantie sur la terre ferme ne se reflète pas de la même manière dans les eaux. En effet, le traité couvre tout le territoire au sud du 60e parallèle sud, mais il contient une réserve cruciale. Il n'interfère pas avec les droits de libre navigation dans les eaux internationales, ce qu'on appelle la haute mer. C'est sans doute la principale faille géopolitique de la région, car cela signifie que si le continent glacé reste propre et sans armes, l'océan autour demeure un lieu légitime pour démontrer la puissance navale. Les grandes puissances déplacent librement des sous-marins militaires, surveillent et patrouillent sur des routes stratégiques autour de l'Antarctique, maintenant la région sous influence militaire maritime constante. Et tout ce réseau d'intérêts doit être géré par un système de gouvernance qui est hautement vulnérable. Le mécanisme de prise de décision du traité exige un consensus absolu entre les pays membres ayant le droit de vote, les soi-disant membres consultatifs. Autrement dit, pour qu'une nouvelle règle ou mesure de protection entre en vigueur, tout le monde doit être d'accord et malgré cela, cela oblige au dialogue et tente d'éviter que la majorité n'impose sa volonté.
Cela crée également un risque constant de paralysie institutionnelle dans un contexte mondial de plus en plus polarisé. Il suffit qu'une seule nation décide d'utiliser son droit de veto pour ses propres intérêts pour bloquer toute la réglementation. C'est crucial sur le plan économique. Le continent couvert de glace possède aujourd'hui une économie qui tourne uniquement autour d'activités autorisées et contrôlées, comme la recherche scientifique, le soutien logistique, un tourisme extrêmement réglementé et la pêche. L'idée d'extraire des richesses minérales et du pétrole, en revanche, reste encore dans le domaine de la spéculation stratégique. Et cette exploitation n'a pas lieu en raison d'une forte convergence de facteurs. Parce que, premièrement, c'est illégal selon les accords en vigueur, et deuxièmement, les coûts et les risques d'opérer dans des conditions aussi extrêmes sont prohibitifs. Et troisièmement, nous ne savons même pas précisément ce qu'il y a dans le sous-sol, puisque des recherches géologiques approfondies et des forages sont mal vus et politiquement inenvisageables. Alors méfiez-vous si, après cette vidéo, des gens commencent à parler de richesses inexploitées et cachées en Antarctique. Nous savons juste qu'il y a quelque chose là-bas, sans savoir quoi ni en quelle quantité. Mais sur la base du très peu que nous savons, et c'est vraiment très peu, la vie est difficile comme la nôtre. Des études techniques indiquent que la réserve la plus prometteuse d'hydrocarbures se trouverait au fond de la mer, dans des bassins côtiers, comme les mers de Weddell et de Ross. Cependant, pour être certain de ce volume, il faudrait effectuer des forages, qui sont déjà interdits aujourd'hui même sur la terre ferme. L'exploitation minière ne serait viable qu'en ciblant des ressources à forte valeur et à faible volume, comme les métaux précieux. Le problème, c'est que ces gisements sont souvent enfouis dans des chaînes de montagnes à l'intérieur du continent, rendant la logistique quasi impossible, selon les normes actuelles. Même si la fonte des glaces se produisait et que les avancées technologiques facilitaient l'accès dans les prochaines décennies. La vraie barrière à l'exploitation minière n'est pas technique, mais le coût politique énorme et le préjudice à la réputation internationale pour quiconque tenterait de détruire la protection environnementale de cette région. Tant que le sous-sol reste intact, les richesses des eaux antarctiques génèrent des profits et de réelles tensions. Actuellement, la pêche commerciale d'espèces de grande valeur et du krill, ce petit crustacé qui soutient toute la chaîne alimentaire du pôle sud, est le véritable moteur économique de cette région. Pour prévenir l'effondrement écologique dû à la concentration des navires de pêche, les régulateurs internationaux ont instauré des mécanismes de sécurité. Par exemple, il existe une limite stricte de tonnes pouvant être capturées avant d'obliger la flotte à se disperser vers d'autres zones. Le grand défi de cette gestion est que la création de sanctuaires écologiques définitifs, appelés aires marines protégées, exige l'approbation unanime des pays membres. Et ce besoin de consensus constant, comme je l'ai mentionné, retarde des mesures urgentes, comme par exemple la surpêche. Une autre ressource abondante qui stimule l'imagination est l'eau douce. L'Antarctique concentre la majeure partie de la glace de la planète, mais transformer cela en produit exportable est, pour l'instant, une opportunité. Alors méfiez-vous aussi si quelqu'un parle d'exploiter commercialement l'eau douce de l'Antarctique. L'ancienne idée de capturer et de remorquer ces énormes icebergs pour approvisionner des villes touchées par des sécheresses extrêmement critiques et sévères, comme le Cap ou Dubaï. Elle se heurte à des défis logistiques colossaux, ainsi qu'à d'énormes dangers et risques pour la navigation. Seules des personnes sans éducation de base pourraient en croire que cela serait facilement possible, et il existe également un grand vide dans les lois internationales concernant la propriété de cette glace. Et, les amis, petit message rapide dans la vidéo, je ne vais pas m'attarder, c'est juste que, savez-vous pourquoi je peux me permettre de me concentrer sur ces sujets géopolitiques de fond, sur ces thèmes plus techniques, denses et stratégiques ? Parce que je bénéficie d'une grande liberté académique et créative offerte par les membres de la chaîne. Si je dépendais des vues, la monétisation serait très faible. C'est vraiment très bas, n'importe quelle chaîne de manucure gagne beaucoup plus par vue que moi, surtout que, en plus, la chaîne a peu de vues. Vous le savez, vous suivez, alors envisagez de devenir membre. En devenant membre, vous garantissez simplement que la chaîne Geopolitica Mondiale continuera d'exister. Sans membre, la chaîne Geopolitica Mondiale n'existerait pas. Malheureusement, c'est ainsi que YouTube traite géopolitique mondiale, alors prenez cela en considération. Et, en échange, vous aurez également accès à une série de vidéos exclusives pour les membres, y compris des cours qui leur sont réservés. D'accord. Alors prenez cela en considération. Cliquez sur le bouton « Devenir membre » et soyez le bienvenu. Bien sûr, il existe une tendance mondiale qui sert d'avertissement indirect pour les blindages antarctiques.
comme la course à l'exploitation minière sous-marine dans les eaux internationales, même si l'objectif de cette industrie milliardaire se concentre sur des océans comme le Pacifique et l'océan Indien. Le développement de ces nouvelles technologies rend moins coûteuse et plus courante l'extraction de minéraux critiques au fond de la mer. À long terme, la normalisation de cette pratique pourrait modifier la perception mondiale de ce qui est techniquement possible dans les mers polaires, ce qui pourrait hypothétiquement relancer le débat sur l'exploitation économique du dernier continent encore intact. Et en termes de dimension militaire, stratégique et de capacité étatique, l'Antarctique n'est pas un théâtre militaire classique, mais c'est un espace stratégique pour 3 fonctions militaires indirectes. La première est la logistique et la mobilité en environnement extrême, qui exige la capacité de soutenir des opérations dans des zones isolées. La deuxième est l'infrastructure à double usage, c'est-à-dire civile, qui pourrait également être adaptée pour servir à un usage militaire, comme les pistes, communications, capteurs, satellites, télémétrie, etc. Et troisièmement, la normativité et le prestige, c'est la capacité de façonner les règles futures et de légitimer la présence. La genèse du traité vient d'un contexte de tensions sécuritaires et d'opérations logistiques militaires qui ont précédé et accompagné la consolidation scientifique. Un exemple explicite en sont les opérations navales et aéroportées des États-Unis après la guerre, documentées dans des rapports officiels, comme pour l'opération High Jump de 1946 et 1947, ainsi qu'à partir de l'EGY de 1957 et 1958, et des opérations Deep Freeze. La logistique a été assurée pendant des décennies grâce à l'implication des forces armées américaines. Et l'histoire officielle de l'armée de l'air des États-Unis décrit l'évolution du rôle du transport aérien et la continuité des missions de ravitaillement dans la région. Les analyses de défense indiquent que, bien que le traité interdise les mesures militaires, presque toute l'opération en Antarctique est intrinsèquement militaire. Dans une certaine mesure, en fin de compte, seul un système d'infrastructure militaire est capable de maintenir les opérations des bases civiles sur le continent. Un exemple illustratif est l'extraction et l'expansion des stations de réception et des systèmes de suivi. Les États-Unis exploitent une infrastructure de relais via la station de McMurdo et des systèmes pour le transfert de données. Du côté chinois, des analyses basées sur des images et des documents environnementaux indiquent donc des plans d'expansion des stations et de construction d'une station supplémentaire à un emplacement stratégique, avec la perspective d'inclure à l'avenir une station satellitaire. Comme indiqué précédemment, le traité interdit strictement les explosions nucléaires et l'élimination des déchets radioactifs sur le continent. Mais encore, nous avons 2 vecteurs indirects de leur part. L'Antarctique est un espace sensible pour les récits de non-prolifération et de légitimité environnementale. Et cela, ajouté à l'historique opérationnel de l'énergie nucléaire dans les bases scientifiques, le cas le plus connu étant celui de la centrale nucléaire PM3A à McMurdo dont j'ai parlé il y a peu. Et son démantèlement, planifié et documenté dans des archives conservées dans le dépôt même du traité. Aujourd'hui, la véritable puissance en Antarctique ne se mesure pas par les troupes, mais par les tonnes de fournitures et les coques de navires. Brise-glace. La capacité d'être présent au sud du 60e parallèle sud est le baromètre de la puissance d'un État. Des données récentes du Conseil des gestionnaires des programmes antarctiques nationaux montrent l'évolution du nombre de stations de recherche exploitées toute l'année ou uniquement en été, et la modernisation des flottes polaires de ravitaillement. Ce sont de véritables indicateurs de contrôle territorial pratique, plusieurs pays ayant investi massivement dans des navires capables d'opérer dans la glace épaisse. Et je réaffirme que ces investissements sont considérables, car la géographie du continent est tyrannique avec de profondes limites opérationnelles. La dimension physique de l'Antarctique dépend de ce qui est opérationnellement possible et à quel moment. Avec environ 14 millions de kilomètres carrés dominés par des dizaines de millions de kilomètres cubes de glace, le continent impose un environnement d'extrême. Sur les côtes, les températures estivales frôlent zéro, mais chutent fortement à l'intérieur des terres. Un détail géographique ayant un énorme poids stratégique et environnemental est que la base rocheuse d'une grande partie de l'Antarctique occidentale se trouve en dessous du niveau de la mer. C'est pourquoi 2 aspects sont toujours pris en compte, la fenêtre logistique saisonnière et le facteur climatique, car l'accessibilité au continent est strictement saisonnière, c'est-à-dire temporaire et gouvernée par la glace de mer. Le cycle annuel atteint son minimum pendant l'été austral, c'est-à-dire en février, et son maximum en hiver, c'est-à-dire en septembre. Ce régime dicte la période opérationnelle de toute nation. C'est lui qui définit les fenêtres de navigation, l'arrivée des navires de ravitaillement et la faisabilité des travaux lourds.
C'est pourquoi aucune nation n'opère en Antarctique sans une base de soutien extérieur. La géostratégie du continent dépend vitalement des villes dites gateway ou villes-portes qui servent de port et d'aéroports situés en dehors de l'Antarctique et qui concentrent toute la chaîne d'approvisionnement. La diplomatie logistique, le contrôle et l'influence sur ces goulets d'étranglement sont essentiels. La carte de l'accès à l'Antarctique repose sur 5 piliers principaux. Christchurch en Nouvelle-Zélande, axe vital pour les États-Unis, Hobart en Australie, Punta Arenas au Chili, qui est la principale voie d'accès à la péninsule antarctique. Ushuaia en Argentine, spécialisée dans le tourisme et la logistique, ainsi que des pôles en Afrique du Sud, comme le Cap. Si hypothétiquement un jour la banquise venait à reculer, cela élargirait l'accès naval au continent. Au cours des prochaines décennies, l'importance géopolitique et économique de ces villes d'accès va croître de façon exponentielle, les transformant en points centraux de rivalité pour l'influence diplomatique et commerciale. Aujourd'hui, les trajectoires stratégiques en Antarctique indiquent rarement une rupture radicale du traité, mais le véritable danger est ce qu'on appelle l'érosion par attrition. L'affaiblissement lent et continu des règles, causé par des impasses diplomatiques et par des pays qui testent constamment les limites de ce qui est permis. Et cela est même assez probable, car comme le système exige un consensus absolu, n'importe quel petit groupe de nations peut bloquer des décisions vitales. Dans ce contexte, des chocs externes tels que crise géopolitique mondiale ou avancées technologiques peuvent bouleverser le rapport coût-bénéfice de la coopération en Arctique. Dans cette dynamique, le grand déclencheur structurel qui maintient les chancelleries en alerte est le cadre juridique et politique de 2048, l'année où le protocole environnemental qui interdit l'exploitation minière sera soumis à une révision. Cependant, toute modification profonde exigera un nouveau consensus et la création d'un système réglementaire extrêmement robuste, ce qui en pratique agit comme un frein institutionnel contre les aventures exploratoires. Pour les puissances moyennes, comme le Brésil, la stratégie d'État la plus robuste consiste à maximiser leur capacité de gouvernance dans la région et à renforcer leur réputation dans le traité sur l'Antarctique. Mener une activité scientifique substantielle n'est pas seulement une exigence académique, c'est la monnaie d'échange qui garantit le droit de vote et l'influence dans les décisions. C'est pourquoi le Brésil doit garantir la continuité ininterrompue de ses campagnes de recherche axées sur le climat, l'océanographie et la biodiversité, ou toute autre idée qui viendrait à l'esprit. Simplement pour aligner parfaitement ces diplomates sur les données générées par ces scientifiques et éviter ainsi que la diplomatie n'agisse à l'aveugle. La logistique est à la base de cette projection de puissance. La station antarctique commandant Ferraz, réinaugurée en janvier 2020 après avoir été entièrement reconstruite, est le grand atout du Brésil. Située sur la péninsule Keller, dans la baie de l'Amirauté, sur l'île du Roi George, la base doit être exploitée non seulement comme un laboratoire de pointe, mais aussi comme un atout diplomatique de premier ordre. Teresina de Castro, une géopoliticienne brésilienne. J'ai déjà fait une vidéo à son sujet ici sur la chaîne et je vais laisser le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la regarder plus en détail plus tard. Elle avertissait que l'Antarctique n'est pas isolé de nous, puisque le continent est le grand générateur des fronts froids et des masses d'air polaire qui remontent le continent sud-américain. Ce phénomène détermine donc le régime des pluies et des sécheresses ainsi que les gelées dans les régions sud, sud-est et centre-ouest du Brésil. Par conséquent, avoir une présence scientifique en Antarctique est une question de sécurité économique pour le Brésil. Selon sa vision stratégique, la défense du Brésil dépasse notre littoral. L'Atlantique Sud était notre principale voie de commerce et de connexion, et l'Antarctique en est la rive sud. Contrôler ou au minimum être présent dans le détroit de Drake et dans les eaux souterraines, c'est garantir qu'aucune puissance hostile ne domine l'arrière-garde maritime du Brésil. Pour elle, l'Antarctique représentait la frontière sud de notre sécurité nationale. L'exploitation minière étant un scénario lointain et improbable à court terme, le véritable enjeu économique et environnemental de l'Antarctique est aujourd'hui la commission qui régule les ressources marines. Le Brésil a ici beaucoup plus de prestige en investissant dans la science pour réguler la pêche au krill et lutter contre la pêche illégale qu'en dépensant de l'énergie. Diplomatique avec des débats spécifiques sur le pétrole dans le sous-sol antarctique. En ce qui concerne l'horizon 2048, la diplomatie doit être intelligente et préventive au lieu de tomber dans le piège simpliste de tout autoriser ou tout interdire. Il est nécessaire de travailler dès maintenant au durcissement des règles de responsabilisation et d'évaluer les impacts. Pour que tout cela fonctionne, il est urgent de combler une grande lacune en matière de renseignement technique, à savoir le mystère entourant les minéraux et les hydrocarbures. Comme le forage est interdit.
La seule solution serait donc de cartographier le sous-sol en utilisant des méthodes géophysiques avancées et non intrusives, comme les radars à pénétration et la magnétométrie. Et surtout que le Brésil donne la priorité en urgence à sa capacité navale, qui aujourd'hui est pratiquement laissée à l'abandon. Eh bien les amis, j'espère donc que cela vous a plu. C'est un sujet dont presque personne ne parle aujourd'hui, mais soyez sûrs que dans environ 6 ou 7 ans, beaucoup de gens en parleront. De nombreux pays vont s'agiter autour de ce sujet en se concentrant sur l'Antarctique, la façon de maintenir leur présence ou l'évolution de celle de leurs rivaux, etc. Cela va attirer beaucoup d'attention dans les prochaines années, mais le journal Geopolitica Mondial en a déjà parlé pour vous alerter. Et encore une fois, c'est d'un intérêt géostratégique fondamental pour le Brésil. Très bien, alors merci beaucoup à tous, j'espère que cela vous a plu et à la prochaine vidéo.